l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à notre écoute en direct sur tous les supports d'Océane FM. Dans ce nouveau rendez-vous de l'invité du jour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, en ce vendredi 7 avril, Mincy Délé, présidente du mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie, plus communément appelé MEDEF-NC. Mincy Délé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder plusieurs sujets liés à la situation économique et sociale du pays, mais pas seulement, qu'attendez-vous des bilatérales qui se tiennent à Paris à partir de ce soir, et ce jusqu'au 14 avril prochain, en matière bien sûr économique et sociale? Déjà, on est satisfait de voir que toutes les parties prenantes seront présentes à Paris pour débattre de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça nous semble très important et bien évidemment, nous espérons que des avancées puissent être annoncées rapidement sur différents sujets, en particulier qui intéressent les entrepreneurs, au titre desquels le corps électoral pour les provinciales, mais évidemment aussi tous les sujets économiques qui sont d'actualité. Alors, on le rappelle également, c'est sorti ce matin par un voie de communiqué. L'Union calédonienne explique donc que cette démarche ne sera pas donc motivée par une négociation quelconque ou autre. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je dirais que là, c'est vraiment le champ politique. Je vais m'abstenir de commenter ce type de déclaration. Nous sommes, au même titre que tous les citoyens calédoniens, dans l'attente de savoir comment les choses vont évoluer dans les mois qui viennent, maintenant que nous sommes sortis de l'accord de Nouméa. Et je dirais que c'est à ce titre, bien que nous sommes des observateurs attentifs des débats qui auront lieu à Paris. Alors parlons maintenant du projet de réforme du RUAM. Un accord a été trouvé, on le rappelle, le 10 mars dernier avec le collectif Agissons Solidaires dont fait partie le MEDEF. Depuis, le texte a été adopté en commission permanente le 27 mars. Oui. Il officialise donc la mise en place de la fameuse commission spéciale chargée d'étudier la réforme du système d'assurance maladie. C'est une belle avancée selon vous? Oui, c'est les engagements pris qui commencent à être tenus, donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Moi, je tiens à souligner qu'on est satisfait de cette issue suite à ce conflit qui a été très important, qui a mobilisé une population extrêmement large, diverse, avec des demandes extrêmement précises. Aujourd'hui, on est satisfait de s'inscrire dans le cadre d'un dialogue dont les bases ont été clarifiées et également une méthode de travail qui est renouvelée et qui, de ce point de vue, nous convient. Pour autant, on sera extrêmement vigilant à la tenue de ces débats et au respect des engagements qui ont été pris, notamment par les parties prenantes à la signature de cet accord. Alors on va dire que le plus dur reste à venir malgré tout. Cependant, le mode de gouvernance de la commission spéciale est composé, on le rappelle, de 3 collèges, l'un pour les politiques, l'un pour les employeurs et un pour les salariés. Une fois installé, concrètement, comment cela va-t-il s'articuler? Écoutez, c'est sous l'impulsion de la coprésidence de cette commission spéciale que les assemblées vont se tenir. Évidemment, nous souhaitons que la voix de la société civile et notamment celle du patronat que nous représentons soit entendue le plus souvent possible. Nous allons venir dans un esprit de contribution, de concertation à ces réunions. Nous entendons le fait que différents formats puissent être amenés à se réunir pour des questions d'efficacité. Oui. Mais encore une fois, nous entendons être partie prenante des décisions qui seront prises, même si évidemment le vote final revient aux élus du Congrès. Alors, vous êtes également membre de la commission de suivi sur la réforme de la fiscalité. On peut dire qu'il y a eu des hauts et des bas depuis sa création. Mincy Délé, où en est-on aujourd'hui? Écoutez, après un arrêt des échanges qui a duré de longs mois, nous avons revu le gouvernement en début de semaine pour parler de la TGC. C'était un sujet qui avait été mis en stand-by depuis un bon moment et qui semble être en passe d'aboutir, donc avec un projet de loi très concrètement qui est sur la table, qui sera très prochainement sur la table du Congrès. Là encore, le maître mot, c'est vigilance, parce que à l'heure qu'il est, et compte tenu des différents textes en cours, alourdir les charges qui vont peser sur le pouvoir d'achat des Calédoniens, et on va y revenir, c'est compliqué. Et donc là aussi, le MEDEF sera extrêmement attentif au texte qui sera finalement proposé. Mincy Délé, ce n'est pas un secret pour personne que le gouvernement a l'intention notamment de monter à 11% la TGC sur les prestations. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement reste sur cette position? Et est-ce que vous avez la possibilité, vous, d'intervenir ou de faire une contre-proposition à ce sujet?
envisagé? Oui, alors aujourd'hui, le montant a priori retenu est de 10% sur la Oui. partie qui concerne les services, mais ce qui est certain, c'est que s'il y a un alourdissement des taxes à la consommation, nous avons toujours considéré qu'il devait être assorti de mesures qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens. L'un ne va pas sans l'autre dans la situation actuelle qui est déjà fortement inflationniste, et le MEDEF, avec le reste de l'interpatronal d'ailleurs, a déjà fait des propositions qui seront d'ailleurs discutées au sein de la commission spéciale, puisqu'elles sont liées aux prélèvements obligatoires qui pèsent sur le travail. Et l'idée, c'est véritablement de trouver des solutions pour permettre à la consommation de se maintenir sans affecter le pouvoir d'achat des Calédoniens, et notamment les plus fragiles. Alors, le budget 2023 du territoire a été adopté par la majorité indépendantiste, un budget qualifié d'austère. Vos commentaires, sachant qu'aucune mesure sur la relance économique n'ont été prises par l'exécutif. Eh bien, on le déplore, évidemment, d'autant que, à nouveau, au sein du comité de suivi de la réforme fiscale, nous avons fait ces fameuses propositions de nature à relancer la dynamique du pouvoir d'achat. Elles sont encore discutées, elles n'apparaissent pas aujourd'hui dans le budget de la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, encore une fois, nous espérons que la commission spéciale sur le RUAM permettra d'aborder également ces sujets et peut-être de trouver des solutions qui permettent de convenir à tout le monde. S'agissant de ce même dossier, le haut-commissaire Louis Lefranc a prévenu d'ailleurs sur nos ondes, on le rappelle à nos auditeurs, que chacun devait prendre ses responsabilités en matière fiscale. Il a par ailleurs déclaré qu'il fallait encore trouver 30 milliards d'impôts supplémentaires jusqu'en 2025 pour réduire l'endettement du pays porté à ce jour à 200%. Vraisemblablement, le gouvernement Mapou a décidé de prendre au pied de la lettre ses recommandations et ne compte pas demander de l'aide de l'État. Qu'en pensez-vous? C'est dangereux? C'est irréfléchi? Ah, c'est bien sûr dangereux. D'ailleurs, ces propositions d'alourdissement de la fiscalité ont été évaluées par un cabinet indépendant et elles auraient des conséquences assez désastreuses sur le fonctionnement de l'économie. Nous rappelons quand même que si aujourd'hui les comptes de la Nouvelle-Calédonie sont déséquilibrés, c'est aussi parce que la Nouvelle-Calédonie dépense trop par rapport à ce qu'elle gagne, et qu'à un moment donné, il y a aussi un volet restriction des dépenses à prendre en compte, et que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de ce point de vue-là. On comprend la situation difficile dans laquelle est actuellement le gouvernement, mais parfois trop d'impôts tue l'impôt, et c'est notre point de vue, c'est que si on continue d'alourdir sans discernement les prélèvements qui pèsent sur les Calédoniens et les entreprises calédoniennes, on n'aura pas forcément les résultats attendus. Donc c'est pour ça que les études d'impact sont très importantes pour nous dans cette situation, parce qu'il faut essayer de limiter les effets négatifs de ce type de politique. Et encore une fois, il va falloir être très clair, le gouvernement va devoir aussi réduire son train de vie, la Nouvelle-Calédonie et les institutions calédoniennes vont devoir réduire leur train de vie. Alors, pour autant, le représentant de l'État a clairement indiqué être favorable à l'une de vos propositions, permettant notamment de récupérer plusieurs milliards de francs additionnels dans le cadre de cette fameuse réforme fiscale, et peut-être même 17 milliards de francs de prélèvements supplémentaires sur le travail, souhaité d'ailleurs par l'éveil océanien. Explication. Écoutez, oui, il y a une compréhension du fait que en rendant de la rémunération aux Calédoniens via la baisse des prélèvements obligatoires, on va permettre de générer de la consommation. Et la consommation, c'est aussi de l'impôt. Et en fait, c'est un peu cette mécanique qui est pour l'instant pas prise en compte par nos élus, mais qui commence à être discutée davantage. C'est la possibilité, justement, d'améliorer de façon significative le pouvoir d'achat, notamment des plus fragiles, de façon à relancer le niveau de la consommation en Nouvelle-Calédonie, qui est en berne depuis maintenant plusieurs années. Alors, combien de milliards comptez-vous récupérer L'objectif... grâce à votre proposition? On avait parlé de 90 milliards, vous estimez que c'était un petit peu... Alors 90 milliards, c'était le plan qui nous avait été présenté l'année dernière. Oui. Nous, le plan qu'on propose, mais qui est encore en débat, il porte sur une dizaine de milliards de recettes additionnelles, mais c'est sans compter les effets induits sur la croissance. Donc l'idée, c'est véritablement de relancer la dynamique économique en Nouvelle-Calédonie, et c'est ce qui va faire l'objet des débats qui vont s'ouvrir au Congrès très prochainement. Alors la Chambre territoriale des comptes insiste également sur le cas du régime vieillesse, on oublie souvent, qui nécessite notamment des mesures complémentaires pour assurer son équilibre jusqu'en 2034. Concrètement, faut-il envisager, encore plus aujourd'hui qu'hier, de repousser à nouveau l'âge légal du départ à la retraite?
Mais, Vous allez vous faire des amis. il va falloir de toute façon reprendre les discussions. Un accord avait été trouvé pour repousser l'âge de la retraite à 62 ans sur une période de 4 ans. Il a été nécessaire, compte tenu de l'inflation, de revaloriser le montant des pensions retraite et du coup ça change bien évidemment la donne. C'est ça qui est compliqué, donc on va devoir faire des études complémentaires pour voir quels sont les impacts sur les régimes et oui, probablement, plus tôt que prévu, nous devrons retrouver le chemin de la discussion avec nos partenaires sociaux, les syndicats de salariés, pour trouver les solutions, pour pérenniser nos régimes de retraite qui, en effet, sont en grande difficulté dès à présent. Alors qu'une nouvelle hausse de 3% ce mois d'avril vient d'être appliquée sur le prix de l'électricité, et oui, chers auditeurs, et notamment à usage domestique, le gouvernement vient de réglementer les secteurs de l'alimentation, de l'hygiène, de l'entretien de l'automobile, des crèches et des prestations d'assurance. C'est une bonne nouvelle ? Non, du point de vue de l'économie, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ce sont des mesurettes ? Ce sont des mesurettes qui, globalement, en général, ont peu d'impact, si ce n'est le fait d'être extrêmement contraignantes en termes de contrôle, de lourdeur administrative, etc. Nous croyons au principe de la concurrence, de l'information du consommateur, de la capacité du consommateur de comparer les prix, et c'est plutôt vers ces outils-là qu'on souhaiterait aller. La réglementation à tout va ne produit en général que des effets contraires, soit des effets d'aubaine dans certains cas, et on l'a vu pour certains types de produits, soit tout simplement la disparition de produits du marché, et ça n'est pas non plus une bonne chose. Il faut que les Calédoniens aient le choix, et nous, c'est plutôt notre position en matière de réglementation des prix. Alors qu'on s'achemine Mintideli vers un nouvel accord de projet pour la Nouvelle-Calédonie, il n'en demeure pas moins qu'en attendant, beaucoup de nos concitoyens continuent de quitter le territoire. Paradoxalement, le territoire n'arrive pas également à recruter en extérieur dans certaines filières. La Commission pour l'emploi local issue de l'accord de Nouméa arrive logiquement au terme de ses missions. Logiquement. Que préconise le MEDEF pour y remédier ? Alors déjà, oui, bien sûr, le recrutement est un problème dans un grand nombre de secteurs, vous l'avez souligné. Aujourd'hui, au niveau de la Commission sur l'emploi local, on pense qu'il faut déjà faire une mise à niveau tout simplement du dispositif en regardant concrètement quels sont les nouveaux besoins en matière d'emploi et la capacité de notre territoire à y répondre. Avec des nouveaux secteurs aussi, le numérique. Il y a des nouveaux secteurs, absolument. Il y a des secteurs sur lesquels on a moins de problèmes, d'autres où on n'a pas les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans, donc il faut absolument remettre à jour le tableau des emplois par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est qu'il y a certaines contraintes qui commencent à être extrêmement complexes. Par exemple, l'emploi des conjoints, c'est-à-dire que vous avez un recrutement parfois difficile sur des spécialités qui manquent en Nouvelle-Calédonie, mais vous expliquez à la personne que vous allez recruter, que son ou sa conjointe ne pourra pas travailler. Et bien ça, pour un couple, c'est extrêmement compliqué. Quand on avait 2 salaires en Australie ou en métropole, n'en avoir plus qu'un à l'arrivée sur Nouméa, même si il est correct, eh bien ça n'est pas suffisant. Donc il y a la question des conjoints qui est prioritaire et qu'on souhaite vraiment qu'elle soit débattue, et puis l'actualisation de ce fameux tableau des compétences qui nous permettent de remettre à jour cette loi sur l'emploi local. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu que les employeurs remettent un petit peu leur nez dans le catalogue de salariés susceptibles, grâce peut-être à comment on appelle ça, les acquis et les compétences, de permettre à ces personnes d'avoir une formation qui pourrait leur permettre de postuler au poste qu'ils ne pouvaient pas avoir jusqu'à présent. Oui. Est-ce que ça, c'est une réalité aujourd'hui ? C'est une réalité, mais c'est aussi revoir comment sont affectés les fonds dédiés à la formation en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une véritable gestion des emplois et des compétences à l'échelle du territoire qui permettent de flécher les budgets dédiés à la formation vers les postes en souffrance. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'entendre pour un employeur des jeunes Calédoniens qui reviennent diplômés et qui ne sont pas capables de trouver un emploi parce qu'il n'y a pas d'offre dans leur secteur, alors même que les entreprises calédoniennes cherchent des compétences qu'elles ne trouvent pas parmi les diplômés calédoniens. Vous comprenez bien ? Ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, Mintideli. C'est une question qui a été posée depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est pour cela qu'on demande un véritable plan de gestion des emplois et des compétences, mais qui apparemment est en cours de mise en place. Et ça, ce sera fondamental pour orienter les budgets de l'emploi et de la formation dans les années qui viennent. Et pour ce qui concerne la fameuse commission de l'emploi local, aujourd'hui, faut-il la faire évoluer ? Parce qu'elle avait qu'un rôle inconsultatif jusqu'à présent, c'était un petit peu le chat qui se mord la queue. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, patronat,
ces syndicats de salariés peuvent éventuellement s'entendre pour qu'il y ait aussi, à un moment donné, des astreintes vis-à-vis de l'employeur ou du salarié, je ne sais pas. Dans l'immense majorité des cas, je dirais que ça se passe bien. Déjà, au sein même des entreprises, quand le dialogue social est performant, eh bien, on peut tout à fait comprendre qu'on ait besoin de faire venir des ressources de l'extérieur. Une ressource de l'extérieur, c'est aussi une capacité de former des ressources locales en interne. Ça, c'est très important, il faut le rappeler. Je pense que le dialogue social en la matière, c'est la bonne solution. La gestion paritaire de cette commission me semble performante. C'est les règles qu'il faut revoir. C'est-à-dire qu'à un moment, si on a besoin de plus de souplesse d'un côté, eh bien, il faut en avoir davantage. Moins de souplesse parce que le problème n'est plus là, eh bien, on peut l'entendre. Mais on considère aujourd'hui qu'il y a beaucoup de points de blocage qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Encore une fois, recruter les bonnes personnes, c'est fondamental pour participer à la relance économique. Et actuellement, beaucoup d'entreprises sont en souffrance de ce point de vue-là. Justement, parlons du Conseil du dialogue social. C'est quand même quelque chose qui a été innovant à une certaine époque lorsque ça a été mis en place. Aujourd'hui, où on voit de plus en plus de conflits sociaux, notamment par rapport à l'embauche, en l'occurrence. Est-ce que les choses sont en train d'évoluer? Est-ce que vous êtes prête éventuellement à faire un tour de table avec les syndicats de salariés, avec le gouvernement, avec les institutions, pour qu'on puisse à nouveau retrouver ce fameux dialogue social qui est peut-être un petit peu plus moins, on va dire, moins officiel aujourd'hui, qui ne se voit moins qu'à une certaine époque? Je dirais que déjà, le dialogue social, il doit se passer dans l'entreprise. Donc c'est déjà très important. Et quand on parle de questions de recrutement, etc., c'est déjà dans l'entreprise que le dialogue social doit avoir lieu. Le Conseil du dialogue social, il a le mérite de nous permettre d'échanger sur un grand nombre de dossiers. Pour autant, on peut se questionner aussi sur son fonctionnement et la façon dont il peut évoluer pour être le plus performant possible. C'est envisageable? Oui, c'est envisageable, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire évoluer les choses. Le Conseil du dialogue social fonctionne aujourd'hui avec des moyens qui sont limités, un champ de compétences qui est relativement limité, lui aussi. Il a un rôle consultatif. Il est une instance d'échange et de débat. Pour autant, je pense que le débat, en effet, pourrait être ouvert sur sa réforme et sur son évolution, mais ça, c'est une discussion qu'on doit avoir tous ensemble avec les partenaires sociaux. Alors, le Congrès a voté également la prolongation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisable afin d'inciter, on le rappelle, les entreprises à améliorer le pouvoir d'achat de leurs salariés en cette période d'inflation, exonérés dans la limite de 100 000 francs, et vous m'arrêtez si je me trompe, Mincy Délé, de l'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contributions d'origine légale ou conventionnelle. Elle peut être versée donc à tout ou partie des salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMG. Est-ce concrètement toujours d'actualité dans la réalité? Oui, absolument. D'ailleurs, je souligne que c'était une demande du patronat de réactiver ce dispositif de prime qui nous semble particulièrement adapté dans la période que nous vivons actuellement. Et c'est un outil de revalorisation salariale qui est très intéressant à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. Et donc, nous engageons tous les chefs d'entreprise à l'étudier sérieusement quand il s'agit de mettre en place un dispositif de revalorisation des salaires, car ça en fait partie intégrante, évidemment. Bien. On revient aux entreprises. La 10e édition, la REFNUM, ou NUM, je ne sais pas, se propose de plonger dans les méandres de la sécurité à l'heure de l'économie numérique. On le sait, l'entreprise s'est profondément numérisée, sans avoir toujours pu anticiper d'ailleurs les conséquences de cette exposition. On pense au phishing, rançon logiciel, darknet, cybercriminalité, etc. Qu'en est-il au niveau de la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie n'est pas épargnée. Les entreprises calédoniennes sont fréquemment victimes de cybercriminalité. Et là encore, il y a tout un discours et toute une habitude à prendre sur le fait de protéger ces données, ces sites internet et ces réseaux, parce que les attaques sont fréquentes, c'est très clair. Donc oui, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'avoir une politique en la matière, et les entreprises, surtout, doivent prendre les initiatives nécessaires pour se protéger. Et effectivement, la REF numérique dont vous parlez, c'est organisé dans le cadre de l'université d'été du MEDEF au niveau national. Eh bien, c'est un organe de réflexion sur ces sujets qui sont de plus en plus importants et qui, je dirais, sont stratégiques
à l'avenir pour les entreprises, mais aussi pour les administrations et les particuliers. Alors, le MEDEF, qui est toujours force de proposition, a déjà quelques petites pistes à envisager pour la Nouvelle-Calédonie? Non, alors ce sujet, Ou est-ce que c'est un sujet qui doit s'établir au niveau du territoire? C'est un sujet qui doit s'établir au niveau du territoire parce que déjà il faut se doter de ressources pour lutter contre la cybercriminalité. C'est très compliqué, on le sait, ça demande beaucoup de moyens. Donc il y a un débat déjà sur les sanctions et sur la façon dont on peut condamner les personnes qui attaquent, et c'est là souvent que le bas blesse. Et après c'est plutôt techniquement, et on parlait tout à l'heure de compétences, Oui. Comment est-ce que la Nouvelle-Calédonie se donne les moyens techniques et humains pour apporter une protection suffisante aux réseaux et aux données web de notre territoire. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de ce rendez-vous Mincidele. Avez-vous peut-être un message à faire passer à nos auditeurs, nos auditrices, à vos ressortissants, avant de nous quitter? Écoutez, au regard de la situation économique et sociale et le climat dans lequel nous évoluons actuellement dans le pays. Je dirais que la situation, elle est toujours extrêmement instable de notre point de vue. En tout cas, nous, entrepreneurs, et là, je prends la parole au nom du MEDEF, les incertitudes multiples auxquelles nous sommes confrontés sont extrêmement compliquées pour les investisseurs que nous sommes. C'est très difficile pour nous de ne pas avoir de visibilité fiscale, de ne pas avoir de visibilité institutionnelle. On voit que des entreprises sont en grande difficulté. Le groupe Persan vient de fermer ses portes, mais d'autres entreprises sont dans des situations extrêmement complexes. On voit au niveau du tribunal de commerce des défaillances de plus en plus nombreuses. Et donc on alerte les pouvoirs publics et on alerte les politiques sur le fait qu'il va falloir collectivement qu'on trouve une solution pour régler ça, parce que sans tissu économique solide, eh bien, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'impôts, et ça deviendra de plus en plus compliqué en réalité. Donc on est tous dans le même bateau, et là l'appel, il est surtout pas tant à mes concitoyens qui sont dans les difficultés tous les jours, il est plutôt à nos élus pour qu'on puisse travailler à trouver ensemble les solutions pour sortir de là. Une dernière question, parce que vraiment, et on a un petit peu de temps, Mincidele, ça tombe bien. Une dernière question. On sait en métropole, quand une société ferme, eh bien, les salariés ont droit en fait à une indemnité qui permet justement qui leur permet de sortir la tête de l'eau lorsqu'on a des factures à payer, des crédits, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas en Nouvelle-Calédonie. Ça se concrétise, je crois, par une sorte de, on va dire, pas d'impôt, mais de charges à payer sur les salaires. Est-ce que ça, c'est pas envisageable en Nouvelle-Calédonie au XXIe siècle? Et pourquoi ça n'a pas été mis en place, selon vous? Je pense que déjà, on était dans un système où finalement on avait peu de défaillances d'entreprises pendant longtemps, donc la problématique ne s'est pas posée, mais c'est vrai que on en parle de plus en plus souvent, c'est certain, et que ces situations humaines qui sont profondément compliquées demandent à être clarifiées et à être encadrées probablement, donc il faut y réfléchir. Aujourd'hui, il y a une négociation au cas par cas, dans le cadre d'une liquidation judiciaire d'entreprise, mais ça prend évidemment du temps. Maintenant, je rappelle que la quasi-totalité de nos régimes sociaux sont en déficit structurel et donc notre marge de manœuvre, malheureusement, je suis obligée de le dire, est extrêmement limitée. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se pencher sur ces sujets et voir comment est-ce qu'on peut y remédier. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Oui. Mais vous avez du pain sur la planche. On a tous collectivement beaucoup de pain sur la planche et je crois qu'il va falloir être prêt à faire tous collectivement, malheureusement, un certain nombre de sacrifices. Bien, eh bien vous viendrez d'ailleurs nous en parler. Merci. Je vous en prie. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous, Mincidele. Merci bien sûr d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci bien sûr à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Une interview, faut-il le rappeler, à retrouver sur le www.oceane.nc ou bien encore sur la page Facebook d'Océane. À très bientôt pour de nouvelles aventures et notamment une nouvelle émission. Salut et...